Du coup, pour faire rapide, donc moi je suis Antoine, j'ai découvert l'écosystème blockchain en 2014. Ma femme m'en a parlé, elle m'a dit investis dans le Bitcoin. Malheureusement, à cette époque-là, je ne l'ai pas forcément écouté. Et du coup, j'ai intégré l'écosystème blockchain à partir de 2019 où j'ai intégré un premier projet et je me suis vraiment jeté, j'ai envie de dire, à corps et âme dans cet écosystème. J'ai découvert Avalanche en 2020 et du coup, depuis ce jour-là, j'ai plus quitté l'écosystème et je vais vous expliquer aussi pourquoi, que ce soit en termes de communauté, mais c'est avant tout côté tech. Et je vais vous parler évidemment ce soir d'Avalanche, de son architecture et de cette dernière mise à jour là qui va être live dans quelques jours maintenant, qui s'appelle Etna, et je vais vous expliquer un peu le modèle Avalanche et son évolution. Donc 2020, j'intègre un premier projet blockchain, NFT Marketplace, Metaverse dans l'écosystème Avalanche. Ça m'a permis de découvrir cet éco. Et 2022, je cofonde Mintup, mon propre projet, qui est désormais un studio de développement où on accompagne des entreprises à développer des projets blockchain, des plateformes avec des fonctionnalités qui peut utiliser la blockchain. Donc dans toutes les blockchains EVM principalement pour déployer des contrats intelligents. Et 2024, je deviens officiellement ambassadeur Avalanche. Et du coup, l'idée c'est, je vous en parlerai un petit peu mieux puisqu'on a un programme d'ambassadeur Avalanche. Je vous expliquerai un peu plus dans le détail de quoi il retourne, ce qu'on y fait. Mais en gros, on supporte la croissance de l'écosystème, on accompagne les nouveaux entrants, on organise des events, etc. Mais je vous en reparlerai mieux tout à l'heure. Bon, en tout cas, si c'est good pour vous, ben, je vais directement rentrer dans le vif du sujet et vous présenter l'écosystème, si ça te convient, Allons-y, Trayou. je t'en prie, démarrons dans le vif du sujet. Je vais juste couper ma cam et vous lancer le petit PowerPoint. Ok, vous voyez bien? Yes, Tout est good de votre côté? c'est tout bon. Ok. Donc bon, ben, l'idée c'est de vous présenter évidemment l'écosystème Avalanche et son modèle un peu unique. On va rentrer un peu dans le détail et dans le vif du sujet. Donc concrètement, c'est quoi Avalanche? Ben, déjà, c'est une plateforme open source pour la création d'applications décentralisées. On a un écosystème qui est complètement interopérable et hautement évolutif. L'avantage, ce qui m'a séduit aussi chez Avalanche, c'est son consensus, son mécanisme de consensus qui est unique et qui a une finalité inférieure à une seconde, et j'y reviendrai. C'est vrai que je vous en ai pas, enfin, j'ai pas posé la question de savoir si vous êtes tous plus ou moins, j'imagine, assez dans l'écosystème et vous connaissez assez bien le milieu des blockchains, mais si vous êtes complètement néophyte, je vais essayer de vulgariser aussi le propos, mais c'est possible qu'il y ait des petits termes techniques, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le fil ou de ping à Treyu, c'est avec plaisir pour évidemment que ce soit un échange interactif. Donc finalité inférieure à une seconde, bah, c'est le temps finalement pour confirmer une transaction sur la chain. Pour rapidement vous parler du consensus, il faut savoir qu'il y a trois familles de consensus. On a le consensus classique qui avait été initié en 70 par Liskov et Lamport, où c'était des systèmes plutôt adaptés à des systèmes centralisés, puisqu'on était à une centaine de participants. Et on a un seuil de sécurité pour les acteurs malveillants qui est à 33%. Après, en 2009, vous connaissez forcément, vous avez entendu parler de Bitcoin, donc ça a été initié lors
de la création de Bitcoin avec le consensus de Nakamoto en 2009 où on a intégré le mineur gagnant et la chaîne la plus longue. Là, on peut scaler à plus de 100 participants, mais ça demande quand même beaucoup d'énergie pour pouvoir faire tourner les machines nécessaires à faire tourner ce consensus. Et on va avoir des frais quand même assez élevés, mais on atteint un seuil de sécurité de 50%. Et troisième famille de consensus, initiée en 2008 par la Team Rocket, donc Emin, le CEO à l'heure actuelle, Kevin, etc. Donc c'est le consensus Avalanche, où on va pouvoir scaler avec des millions de nœuds, de validateurs, hein, comme on les nomme, qui vont être donc les garants, j'ai envie de dire, du registre, puisqu'ils vont tous partager une copie du registre de toutes les transactions. D'accord. Et là, du coup, c'est grâce à ce consensus-là qu'on peut avoir cette finalité inférieure à 1 seconde, et on a une structure de phi beaucoup plus dynamique, j'ai envie de dire, et faible. Et on va atteindre un seuil de sécurité à 80%. Il faut savoir, bon, je vais rentrer dans le détail après du fonctionnement, mais ça fonctionne sous un échantillonnage des nœuds du réseau de manière répétitive, à la différence de devoir interroger tous les nœuds du réseau finalement. Il faut savoir que les consensus, que ce soit de Nakamoto ou Avalanche, ils nécessitent une méthode pour empêcher effectivement tout acteur de se surreprésenter. Et pour Avalanche, donc, on utilise le consensus Neumann avec le proof of stake, donc comme protection sibylle. Et ces consensus, ils ne peuvent pas fonctionner efficacement sans protection sibylle. C'est vrai que souvent dans l'écosystème, il y a un raccourci qui est fait qui dit que le consensus, c'est proof of work, proof of stake. Non, ça c'est uniquement la protection sibylle. Du coup, si on rentre dans le détail du consensus Avalanche rapidement, un nœud va échantillonner le réseau et obtenir un vote de majorité sur la validité ou l'invalidité d'une transaction. D'accord. Et chaque échantillonnage consécutif réussi augmente finalement la confiance du nœud dans la décision. Et lorsque ça atteint un seuil paramétré, et on va voir les différents paramètres possibles, le nœud va pouvoir être sûr que tous les nœuds vont converger vers la même décision. Et donc finalement, on a quoi comme paramètre? On va avoir n qui va être le nombre de participants qui prennent part au système, qui peut aller de 1 à l'infini, j'ai envie de dire, donc à des millions, comme je vous disais. Et on peut avoir des millions de validateurs. K, ça va être combien de ces participants finalement sont interrogés à chaque tour de sous-échantillonnage. On va avoir alpha qui va être la taille du quorum, c'est-à-dire combien des participants interrogés doivent avoir la même préférence pour que je change ma préférence. Donc ça va de 1 à la taille de l'échantillon. Et bêta, qui est justement le seuil de confiance, et combien de fois finalement le quorum doit-il confirmer ma préférence pour que je finalise ma décision. Donc si on regarde la petite simulation, on voit que très rapidement, en quelques rounds, on converge vers une même décision qui va être la couleur bleue. Et donc c'est finalement comme ça que fonctionne le consensus Avalanche pour atteindre la finalité dont je vous ai parlé. Maintenant, si on parle dans l'écosystème blockchain de deux paramètres importants, de deux j'ai envie de dire, indicateurs importants qui vont être le temps de finalisation et le débit. C'est vrai que ça peut être un peu, enfin des mots, si on ne connaît pas le Web3, difficile à comprendre, mais pour faire simple, si je fais l'analogie avec une autoroute, le temps de finalisation, ça va être finalement, l'objectif d'une autoroute, c'est de faire passer des voitures d'un point A à un point B, d'accord? Donc le temps de finalisation, ça va être le temps que met la voiture pour aller du point A au point B. L'objectif d'une autoroute, c'est de faire passer un maximum du coup de voitures pendant un laps de temps de ce point A vers ce point B. Si on prend Bitcoin, par exemple, ça va être une autoroute avec une seule voie, d'accord, enfin plutôt une route du coup, où on va pouvoir faire passer 7 voitures
Sauf qu'on parle de transactions par seconde dans l'écosystème, donc on va pouvoir faire passer 7 transactions par seconde. Et le temps qu'on met pour finaliser la transaction, pour qu'elle soit finalement irréversible dans le registre, qu'on ne puisse pas revenir en arrière, c'est 1 heure. Il faut savoir que Bitcoin, c'est à peu près un bloc toutes les 10 minutes, donc il faut 6 blocs finalement pour que la transaction soit irréversible. Si on prend la deuxième génération de blockchain, Ethereum, il faut savoir qu'on est donc sur une autoroute d'environ 2 voies où on va pouvoir faire passer environ 30 transactions par seconde et on va valider en environ 6 minutes. Et avec le nouveau modèle de consensus Avalanche, on va être sur donc une autoroute à multiples voies où on va pouvoir faire de manière théorique passer 2500 transactions par seconde par subnet. Et je reviendrai ensuite sur ce que sont les subnets. Et on est sur un temps de finalisation de moins d'une seconde, comme je vous le disais, afin de pouvoir avoir une transaction irréversible. Il faut savoir, quand je vous dis 2500, c'est vraiment du théorique, puisque on va dire on a des pics sur la sidechain qui sont montés à 840 transactions par seconde. En moyenne, sur les apps, on est entre 200 et 300 transactions par seconde. Après, je vous en parlerai rapidement, mais on a ce qu'on appelle HyperSDK, qui va arriver, qui est roadmappé, qui arrive, qui est en cours de build et qui arrive Q1, Q2, 25. Et là, on va pouvoir scaler jusqu'à 10-15 000 transactions par seconde. Mais ce qui est déjà énorme, j'ai envie de dire, pour des cas d'usage, quoi, puisque des cas d'usage qui demandent autant de performance, voilà, il n'y en a pas tant que ça, mine de rien. Mais voilà, en tout cas, vous avez un peu l'idée générale pour avoir une comparaison. Il faut savoir, voilà, là c'est un petit tableau où on va reprendre les éléments clés, que ce soit en termes de scalabilité, décentralisation, sécurité, résistance aux attaques, éco-responsabilité. On va dire que j'aime à dire qu'Avalanche reprend un peu le meilleur du consensus classique et du consensus de Nakamoto. Après, en termes d'architecture, ce qui nous intéresse aussi ce soir, c'est de comprendre un peu comment l'architecture Avalanche fonctionne. Puisqu'Avalanche, il faut savoir qu'il faut le considérer comme un layer 0. Vous allez comprendre pourquoi. Il faut savoir que quand ça a été déployé, on a d'abord déployé un primary network, qui est l'architecture de base. Cette archi de base, elle est composée de 3 chains. Pour pouvoir faire partie des validateurs du primary network, il faut 2000 AVAX qu'on va mettre en jeu, puisqu'on est en preuve d'enjeu, proof of stake, pour montrer notre participation positive au réseau. On met en jeu ces 2000 AVAX, d'accord ? Et du coup, derrière, on va pouvoir valider les transactions de ces 3 chains. Donc la exchange, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais elle permet la création, transfert et échange d'actifs entre users sur le réseau. On va avoir la sidechain qui, elle, c'est la chain Ethereum Virtual Machine compatible, donc celle qui permet le déploiement et l'exécution des contrats intelligents. Donc c'est là où aujourd'hui on a le plus de liquidité, c'est notre hub de liquidité aussi sur le modèle Layer 1, et je vais vous expliquer après ce que c'est. Mais aujourd'hui c'est là où on avait le plus de dApps, donc Decentralized Applications qui sont déployés et qui commencent à migrer vers ce qu'on appelle les Layer 1 pour certains. Et on a la P-Chain qui, elle, facilite la création et la gestion des sous-réseaux personnalisés qu'on appelle désormais les Layer 1. Je vais vous expliquer ce que c'est. Et il faut savoir que la P-Chain, elle enregistre tous les validateurs de l'écosystème Avalanche, y compris les Layer 1. Donc quand on parle de sous-réseau, de quoi il est question finalement ? Donc un sous-réseau, c'est un réseau avec son propre ensemble de règles, que ce soit concernant l'adhésion, l'économie de jetons ou la couche d'exécution. D'accord ? C'est composé d'un sous-ensemble de validateurs, donc ça c'est un sous-réseau. Là, ça ce sont mes validateurs, donc là c'est 5 validateurs qui valident un sous-réseau. Mais mes validateurs, ils peuvent valider autant de sous-réseaux qu'ils veulent. Donc là, par exemple, le même validateur va valider
un autre sous-réseau, le numéro 2. D'accord? Donc, on peut être membre d'un ou plusieurs sous-réseaux, et ils sont tous interconnectés. Mais la question qu'on va pouvoir se poser, c'est pourquoi créer finalement des sous-réseaux? Dans l'écosystème, il faut savoir que la majeure partie des chaînes sont ce qu'on appelle des chaînes monolithiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un ensemble unique de validateurs, une seule virtual machine, une seule base de données. Finalement, tu ne fais pas les règles que tu veux, puisque tu as donc, quand tu veux créer un sous-réseau, tu subis entre guillemets les règles du niveau supérieur. Sauf que il faut savoir que la capacité de calcul, de stockage des données d'une blockchain est forcément limitée. Donc, les transactions qu'elle peut traiter dans un laps de temps donné sont elles aussi limitées. Et donc, ce qu'a fait Avalanche pour finalement augmenter la taille du débit de l'ensemble du réseau, c'est qu'elle a travaillé sur ce qu'on appelle le scaling horizontal. Et elle a introduit les subnets, les sous-réseaux. En fait, si on reprend notre analogie des autoroutes, c'est comme si on créait plusieurs autoroutes en parallèle. Et ça permet du coup de traiter un nombre considérable de transactions en parallèle et donc d'augmenter le débit global du réseau et donc sa scalabilité, quoi. Et ce qu'il y a de bien en plus dans ce modèle-là, c'est que tous ces sous-réseaux vont être indépendants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a une congestion sur la sidechain, par exemple, parce qu'il y a une forte activité à un instant T, ben, notre sous-réseau, il n'est pas impacté, puisqu'il y a cette interdépendance, cette indépendance, je veux dire. Donc du coup, pas d'impact, pas d'augmentation de frais, parce que vous savez que quand une blockchain est congestionnée, ben, ça augmente mécaniquement les frais de transaction. Puisque pour interagir, il faut payer des frais de transaction. Donc le défi pour Avalanche, ça va être vraiment d'optimiser l'interopérabilité de tous ces sous-réseaux et faciliter la transition d'un sous-réseau à un autre. Au niveau de la création des sous-réseaux, il faut savoir qu'ils sont complètement customisables. Donc on peut les personnaliser par rapport à nos cas d'usage, à nos besoins. On peut avoir notre propre jeton, notre propre gaz personnalisé, hein. On peut utiliser AVAX ou un token donc, que l'on souhaite. On va pouvoir aussi customiser nos virtual machines, que ce soit une VM en WASM ou en Move. On peut limiter également l'accès, ça c'est super important. Donc tout le monde ne pourra pas venir déployer un contrat ou ne pourra pas lire les données ou interagir. Donc ça c'est ce qui est vraiment intéressant dans le modèle en sous-réseau et qui est très difficile à réaliser dans un système à chaîne unique, comme je vous l'ai dit, parce que finalement on va devoir demander l'autorisation de la majorité des acteurs qui font tourner ce réseau pour pouvoir modifier les règles, etc. Donc à chaque fois, c'est plus complexe à mettre en œuvre que dans un sous-réseau customisé. Donc l'architecture finalement d'Avalanche, elle permet non seulement d'avoir une chain ultra performante, mais une quantité illimitée de sous-réseaux ultra performants. Et ce soir, je vais vous introduire Avalanche 9000. Avalanche 9000, il faut savoir que c'est la plus grosse mise à jour que va connaître le réseau Avalanche depuis sa création. Elle a lieu le 16 décembre, le testnet est en cours. Il faut savoir que chez Avalanche, on a ce qu'on appelle les ACP, c'est les Avalanche Community Proposal. Derrière Avalanche 9000, il y a 7 ACP. Ce sont des propositions que font la communauté de builders pour improve, améliorer le réseau Avalanche. Du coup, c'est ce qui a été pris en compte par vote de la communauté pour améliorer le réseau. D'accord? Qu'est-ce que ça change finalement Avalanche 9000? Donc je vous ai parlé des sous-réseaux, des subnets. Donc on va l'appeler Etna, cet upgrade, parce que c'est son nom. Et je vais vous présenter plus particulièrement l'ACP 77, parce qu'elle nous fait passer du modèle en subnet au layer 1. Concrètement, je vous disais tout à l'heure, pour pouvoir déployer son sous-réseau, il faut valider le réseau principal et on met un set de validateurs qui travaillent en eux pour faire un sous-réseau. Là, avec le Etna, on va pouvoir avoir un sous-ensemble de validateurs distincts.
et indépendant pour valider son Layer 1. Donc, on n'aura plus la demande de devoir valider le Primary Network. Tout en conservant le modèle d'autoroute en parallèle, on n'a juste plus la dépendance du Primary Network. D'accord ? Qu'est-ce que ça change ? Mais ça change tout en termes économiques. D'un point de vue économique, pourquoi ? Parce que, comme je vous avais dit, pour pouvoir valider un sous-réseau, il faut valider le Primary Network. Sauf que c'est 2000 AVAX. Avec un AVAX à 30 $, vous imaginez, ça fait 60 000 $ par validateur. Pour sécuriser un sous-réseau, on s'accorde à dire qu'il faut un minimum de 5 validateurs. Donc 5 fois 60 000, ça fait 300 000 $ de barrière à l'entrée pour déployer un sous-réseau. Avec le modèle de Layer 1, sans compter le coût d'acquisition du token de notre sous-réseau. Parce que si on veut, par exemple, valider le subnet A, on va devoir se procurer les 101 tokens. Valider le subnet B, on va devoir se procurer le token B, 3000 tokens B, en plus des 2000 AVAX. Donc, le modèle en Layer 1, il va simplifier ça. Il supprime cette obligation de valider le primary network et on va devoir uniquement se procurer les tokens associés au layer 1 qu'on veut valider. Donc si on veut valider le layer 1A, il va falloir se procurer 100 tokens A. Okay. Par contre, on va devoir payer ce qu'on appelle une redevance. La redevance, c'est quoi ? C'est le fait de devoir s'enregistrer sur l'API Chain en tant que validateur pour des soucis d'interopérabilité. Voilà, pour pouvoir faire partie de l'écosystème, il y a un enregistrement. Et cet enregistrement, il est d'environ 1,33 AVAX par mois par validateur. Donc si on reprend notre comparaison avec les 30 $, il faut savoir que c'est à peu près pour un set de 5 validateurs sur un an, un peu moins de 80 AVAX, donc environ 2400 $ si on reste sur notre base de 30 $. Donc vous imaginez bien que là, c'est une réduction spectaculaire des coûts pour pouvoir déployer un Layer 1, puisqu'on passe d'une barrière à l'entrée de 300 000 $ à 2400 $ par an si AVAX est à 30 $. Donc ce qui est énorme, et évidemment l'abaissement de ce coût permet aux développeurs, aux business, aux organisations qui souhaitent déployer un Layer 1 de se lancer beaucoup plus facilement avec leur blockchain personnalisée qu'avant, puisque ça coûtait quand même un petit bras. C'est pas tout. Évidemment, on va économiser en coût de fonctionnement puisque quand on doit valider un réseau primaire avec une machine capable de pouvoir absorber et gérer la charge du primary network plus le subnet A plus le subnet B, ben, ça fait des coûts de frais de fonctionnement. Je ne sais pas si vous faites tourner des validateurs, mais clairement, plus ça demande d'hardware, etc., plus il va y avoir de frais pour faire tourner les machines. Là, grâce au modèle de Layer 1, ben, évidemment, on n'aura plus besoin d'avoir le coût de fonctionnement du primary network, mais maintenant on aura uniquement à se concentrer sur la gestion de notre Layer 1A ou B, etc. Donc beaucoup plus cost effective d'un point de vue de coût de fonctionnement également. Et last but not least, j'ai envie de dire, d'un point de vue conformité, on sait que, par exemple, de nombreuses institutions qui souhaitent adopter la blockchain vont avoir du mal à s'exposer aux blockchain public permissionless, donc public sans autorisation, on va dire, puisque quand on est en mode subnet avec un validateur qui valide un subnet, finalement, il reste exposé au primary network. Donc, même quand on est en private proof of authority, on a cette exposition avec le primary network. À la différence, en passant en modèle de Layer 1, on sort de ce primary network et de cette exposition. Et donc, du coup, les institutions qui vont vouloir lancer une blockchain privée à preuve d'autorité
elles n'auront plus cette exposition et peuvent être tranquilles pour, évidemment, euh, montrer qu'elles sont complètement indépendantes, privées, et il n'y a plus cette participation voilà, au réseau, au primary network. Donc c'est vrai que c'est vraiment une bonne alternative pour pouvoir accompagner les institutions à déployer leur blockchain. Et surtout connaître précisément qui sont les acteurs de leur blockchain et où vont être validées leurs transactions, puisque sur une public chain, enfin une blockchain permissionless, on peut avoir des acteurs qui sont évidemment de par le monde. Vous pouvez difficilement, enfin voilà, vous pouvez avoir des validateurs dans tous les pays, donc évidemment ça peut être des pays sous dictature, etc., etc., et vous n'avez peut-être pas envie de vous exposer à ce genre de complexité. Donc concrètement, voilà un peu l'image du réseau Avalanche, hein. On va avoir finalement le L1 avec la sidechain comme Liquidity Hub, comme je vous disais. Et l'avantage, c'est qu'avec l'ICM, l'Interchain Messaging, vous profitez, quand vous déployez votre Layer 1, directement de l'interopérabilité du système. Donc vous tirez immédiatement parti de l'économie de l'ensemble du réseau. Vous pouvez, je vous prends un exemple, Dexalot, qui est une plateforme de trading, où vous pouvez poser vos ordres, etc. Vous êtes capable d'amener de la liquidité de la sidechain sur Dexalot, donc sur leur Layer 1, en moins d'une seconde grâce à l'ICM. Et en plus, là on peut parler de bridge, mais c'est un bridge natif, donc beaucoup moins de failles de sécurité, puisqu'on communique nativement entre Layer 1. Parce qu'il faut considérer les trois chains, comme je vous ai dit, hein, la X, la P et la C, finalement comme des Layer 1. Donc en fait, on communique de Layer 1 en Layer 1 dans tout l'écosystème Avalanche en moins d'une seconde. Donc c'est juste extraordinaire, quoi. Comme je vous disais, Etna, c'est 7 ACP. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque ACP. Il faut retenir qu'il y a l'ACP 125 qui va être super aussi, qui est en cours, qui est le fait de passer des frais de transaction de 25 nanoavax à 1 nanoavax. Donc on est à plus de 95% de frais de transaction en moins. Donc là, on arrive dans des, euh, dans des coûts de frais de transaction sur des blockchains très compétitives aujourd'hui. Euh, voilà, comme des Layer 2, Base, j'en passe. Mais en tout cas, on réduit considérablement les frais de transaction sur la sidechain. Donc évidemment, potentiellement plus de volume, etc. Euh, En termes de cas d'usage, on a Tixbase qui est par exemple une plateforme de ticketing. Escaplanet, c'est une des plus grandes plateformes de tech de l'information et de la communication de Corée du Sud. On a DVM California par exemple qui ont fait un layer 1 pour les cartes grises des véhicules. Enfin, c'est des millions de cartes grises que les gens vont pouvoir sécuriser et, euh, et revendre en marché secondaire, voilà, avec des assets qui sont liés au véhicule. On va avoir Pulsar, DeFi Kingdom, Off the Grid qui a été énorme dans le gaming, avec plus de 10 millions de wallets, plus de 160 millions de transactions, avec un block time toujours d'une seconde. Enfin, ça a été incroyable ce déploiement aussi de jeu. Il faut savoir que c'est le premier jeu Web3 complètement transparent pour l'utilisateur final. C'est sorti sur console, toutes les plus grosses consoles. Les gens jouent. Tous les assets sont sur blockchain. Vous avez un compte qui se crée. Tout est fait de manière avec l'abstraction, hein. Maintenant, plus personne n'a besoin de payer les gas fees, de devoir connecter Metamask et compagnie. Là, on parle de jouer normalement sur un jeu classique avec une blockchain derrière et personne ne le sait finalement parce que tu as 10 millions de gamers et tous ne sont pas on board dans le Web3, donc ils ne le savent pas forcément, mais en tout cas, voilà ce que permet le scaling horizontal et les Layer 1 Avalanche. Après, je vais vous parler rapidement de l'ambassadeur DAO Programme. Concrètement, ça a été créé, donc, comme je vous disais, en 2024. Moi, je l'ai rejoint à ses débuts. On a une deuxième session de recrutement là, qui s'est terminée il y a quelques jours. C'est la deuxième, il y a eu énormément d'applications encore. L'objectif concrètement c'est quoi? C'est finalement de stimuler, comme je vous disais, la croissance de l'écosystème Avalanche
puisque bon, enfin moi si j'y suis, c'est parce que je pense que c'est un des écosystèmes les plus prometteurs du marché. Là, je vous ai fait part de la tech, mais pour moi, la communauté aussi est très forte et il y a pas mal de choses quand on a envie de s'impliquer, en tout cas dans cet écosystème, à faire. Et on peut évidemment bénéficier d'opportunités de développement personnel. Concrètement, euh, on peut enfin, on est au cœur de la communauté, on est le relais, j'ai envie de dire, entre les nouveaux entrants, la team. On va pouvoir organiser nos événements, faire des meet-up. Moi, j'ai organisé des workshops, par exemple, à NFT Biarritz. J'ai fait un meet-up à Paris récemment. J'ai fait un meet-up à Toulouse. On va pouvoir participer donc aux gros événements de l'écosystème et se voir sponsoriser les, les billets, faire partie voilà, des événements. On va pouvoir aussi présenter dans la tech dans des universités. On peut créer du contenu si vous êtes plutôt social media. Vous pouvez créer du contenu pour faire partager vos connaissances sur l'écosystème, le vulgariser. Enfin voilà, toute initiative, j'ai envie de dire, qui participe positivement à l'écosystème, évidemment, est bonne à prendre. Il y a un bounty programme aussi qui est en place. C'est un rôle qui est pas payé, hein, je préfère vous le préciser. Mais en tout cas, il y a différentes steps. Il y a en plus des grades au sein de la DAO, voilà, avec différents niveaux. Donc, enfin voilà, c'est intéressant, je trouve. Moi, j'y prends du plaisir. Je suis un passionné aussi de cet écosystème. Donc, évidemment, pour moi, c'était une opportunité unique de faire partie de manière dynamique à cet écosystème. Donc c'est pour ça que je me suis lancé. Et je vous invite, si c'est le cas et que ça vous intéresse, je pourrais vous donner plus amples informations. Et je voulais vous parler aussi de l'académie. L'académie Avalanche, si vous êtes développeur, bah, c'est the place to be, j'ai envie de dire. C'est un endroit qui est spécialement conçu bah, pour vous accompagner dans tout l'apprentissage finalement que vous pouvez faire de l'écosystème Avalanche, qu'on soit débutant ou expert. On va pouvoir trouver tous les cours adaptés à son niveau. Ça nous permet vraiment de bien démarrer avec des fondamentaux qui ont été conçus par les développeurs, les DevRel voilà, d'Avalanche, qui vont vraiment vous former à cet écosystème de manière personnalisée, j'ai envie de dire, pour devenir un vrai pro de l'écosystème Avalanche. Donc évidemment, vous allez pouvoir participer aux cours fondamentaux, vous allez avoir des vidéos, etc. Mais ce qui est important pour moi, c'est vraiment le réseau, la communauté. On a une super communauté de builders, que ce soit au sein de la team Avalanche, mais aussi de passionnés de tout l'écosystème qui crée les DApp aujourd'hui sur Avalanche, qui sont là pour soutenir les nouvelles initiatives, les nouveaux lancements. Donc si vous voulez créer votre L1 et être accompagné, on vous laisse jamais seul. Évidemment, voilà, il faut un certain nombre de bases techniques. On ne peut pas se lancer en étant un néophyte, même si ce serait potentiellement possible, puisqu'il y a des tools en no-code pour déployer sa blockchain, mais il faut quand même voilà, avoir un minimum de connaissances et d'intérêt pour cette technologie. Il y a même des office hours sur Discord pour voilà, vous apprendre en live à déployer des layer 1, à déployer, à voir comment fonctionne le consensus, enfin voilà, tout un tas de choses pour vous accompagner. Et je vais terminer par vous présenter trois programmes. Donc les programmes en ce moment c'est Codebase, c'est InfraBuild et Retro 9000. Codebase c'est quoi? C'est l'accélérateur donc pour accompagner les entrepreneurs les plus prometteurs, j'ai envie de dire, en leur fournissant toutes les ressources nécessaires et le soutien pour transformer leur projet en Ferrari concrètement. On bénéficie d'un accompagnement sur mesure avec des mentors, des experts de l'écosystème qui vont vous accompagner sur le déploiement de votre roadmap, le développement produit, le positionnement. Vous allez même pouvoir présenter votre projet devant un jury et des VC pour pouvoir lever jusqu'à 400 000 dollars. D'accord. On va avoir InfraBuild, ça c'est pour tous les projets d'infrastructure qui souhaitent accompagner, soutenir l'écosystème, que ce soit par exemple une place de marché pour les validateurs, des virtual machines, des oracles, enfin tous les tools d'interopérabilité, tout ce qu'on peut imaginer qui va soutenir finalement la croissance de l'écosystème. Il y a des grants qui sont proposés, ça va de 100 à 250 000 et plus
pour des projets beaucoup plus conséquents. Mais donc ça, là aussi, si vous connaissez par exemple Suzaku, ben voilà, ils ont fait partie de ce programme-là récemment. Et on a Retro 9000 évidemment. Il faut savoir que pour le déploiement d'Avalanche 9000, Avalanche a décidé d'attribuer un programme spécifique et dédié qui se nomme Retro 9000, qui participe à une hauteur de 40 millions en grant pour des développeurs qui construisent leur L1, leur Layer 1, pour les outils de développement connexes qui vont permettre justement de favoriser l'écosystème Avalanche 9000. Là où je vous encourage, même si vous n'êtes pas builders, à participer, c'est que grâce à votre participation sur l'écosystème Avalanche, même en tant que user, vous avez ce qu'on appelle un voting power. Et ce n'est plus donc le Avalanche, Avalabs qui va attribuer finalement les récompenses, mais la communauté qui décide. Et grâce à ce voting power, vous pouvez soutenir tous les L1 que vous souhaitez. Si vous avez par exemple 4 ou 100 000 poids de voting power, vous pouvez attribuer 10 000 à un L1, 50 000 à un autre L1. Voilà, vous votez pour les projets, vous les soutenez, et ils se verront à attribuer à chaque round. Là, on est à peu près à 80 L1 en ce moment là sur le premier tour, le premier round qui se termine le 16 décembre, je crois. Et donc, bon, ben, on a en tête là, c'est Arena, qui est un social media type X, mais voilà, pour déployer son L1. Il y a pas mal de L1 intéressants, et du coup, en tant que votant, vous aurez aussi une part du gâteau, puisque vous serez récompensé. Donc il n'y a pas que les builders qui sont récompensés, il y a aussi la communauté qui vote. Donc c'est important de pouvoir voter, puisque ça encourage voilà, tout le monde à build publiquement, à voter, donc c'est une belle initiative, je trouve. Et Avalanche 9000, ben, toujours testnet en cours, il y a des récompenses aussi, il y avait là, des petits hacks pour déployer par exemple un Layer 1 avec un USDC en gas fee, ils ont récompensé ça de 9000 balles. Il y a des AI agents, là il y avait un bounty sur l'AI agent, pareil, pour proposer des nouvelles use cases. Donc voilà, il y a des petits bounties, il y a pas mal de choses pour récompenser ceux qui prennent part à l'écosystème. Donc voilà, je serais ravi de vous en dire plus. Euh, pour finir, évidemment, n'hésitez pas à rejoindre notre Telegram français. On a Crido, notre CM, qui est aussi à tous les meet-up, etc., qui sera ravi et sera une joie de vous accueillir sur le Telegram. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire ce soir sur l'écosystème Avalanche. Et puis on va passer gentiment aux questions, j'ai envie de dire. Exactement, merci pour cette présentation déjà assez complète, ça nous donne un bon survol de l'écosystème. N'hésitez pas à faire la demande de prise de parole si vous voulez intervenir de vive voix. Autrement, bah, vous avez le chat pour poser vos questions. Bon, on va commencer par... ah bah tiens, hop, j'invite Julien, Alors d'ailleurs, tac, ouais. qui va pouvoir parler. Bah, on va commencer par toi Julien, puis après on parle des autres questions qu'on a aussi à l'écrit. Merci pour vos commentaires, hein, j'en profite. Julien, je crois que tu peux Putain, j'ai parler. jamais Donc fait ça. Voilà. Bonjour Tonio, bonjour Atriou. salut Il y avait Julien. il y avait une première question de Nils dans le chat. Donc si tu peux y répondre, Tonio. Et la deuxième pour moi, c'est comment se passe la gouvernance sur Avalanche? C'est-à-dire Ouais. toi aujourd'hui, je sais pas, t'as une idée pour le processus de gouvernance, pour les institutions. Enfin voilà, t'as quelque chose que tu as envie de pusher. Comment ça fonctionne? Est-ce que tu as la libre écriture d'une proposal? Comment ça se passe? Voilà. Merci. Ok. Alors attends, je reprends juste. Il y avait Nils, tu disais? Alors, on va commencer par celle Je de sais pas si Julien tu et peux me guider là, parce que. je te donnerai la question de vive voix de celle de Nils. Voilà. Ok, pardon. Je t'en prie. Ben donc concrètement, il y a un GitLab où en gros il y a des sections spécifiques pour proposer une ACP.
donc comme je te disais, un Avalanche Community Proposal. Et en gros, tu vas pouvoir soumettre directement ton proposal sous GitLab. Après, faut connaître un petit peu le fonctionnement. Mais tu soumets ton proposal, la communauté va pouvoir apporter, étayer, apporter des informations et on va pouvoir, entre guillemets, brainstormer ensemble. Mais c'est complètement libre de propositions. Et après, au niveau de la DAO, le voting power, ça va être par contre au niveau de la validation que ça se joue. Donc en gros, il faut être validateur et en fonction du poids j'ai envie de dire, des délégations et du poids de ton validateur, tu as plus ou moins de voting power voilà, c'est un peu ça le fonctionnement. Mais en tout cas, tous les sujets sont libres. Voilà, tout ce qui peut être proposé et qui a du sens pour l'écosystème peut être proposé et soit ça ira plus loin parce que la communauté s'y intéresse et a envie de s'investir de ta proposition, soit effectivement ça n'a pas forcément de pertinence et auquel cas ça se verra nexté entre guillemets quoi. D'accord. Donc du coup, et ce que je comprends, c'est que c'est les validateurs qui votent, pas les stakers. C'est ça que je comprends, hein. Ouais, toujours. De toute façon, il faut savoir que les stakers délèguent leur jeton à un validateur, mais c'est toujours le validateur qui prend le vote pour lui, quoi. On vote jamais en tant que staker. En fait, on est soumis Ah, à la décision du chef. d'accord. Bon, ben, j'aurais d'autres questions, mais je vais laisser les autres en poser parce que ça ramène pas. Merci en tout cas, Tonio. Avec plaisir. Bah, on garde si tu as d'autres questions. Tu peux me redescendre sur Mais Vatrio. si tu as d'autres questions après, tu Ah verras. non, Mais mais, voilà. non, mais je vais pas Mais monopoliser. on va prendre dans l'ordre. Nils, hop, Vas-y, non, non, je vais laisser les autres. Je vais laisser ça les autres. marche. Nils, je vais te donner la main pour parler. À toi, mon petit Nils. Oui, en fait, j'ai écrit ma question, mais je peux la poser de vive voix. Déjà, Salut, merci Nils. pour la présentation. Avec plaisir. C'était pour savoir comment la fondation AVAX, je sais pas quelle forme ça a, si c'est une entreprise, une fondation, et comment est-ce qu'elle finance le marketing, la recherche et le développement, etc. Les gens qu'elle emploie, tout ça. Alors, déjà, il y a 3 entités, enfin, à ma connaissance, sur le réseau Avalanche, sur l'écosystème. Donc, la DAO, dont je fais partie, c'est une entité à part, d'accord. Il y a la fondation et il y a Avalabs. Avalabs, c'est là où les gens sont salariés, où il y a l'équipe de dev, l'équipe tech, l'équipe marketing. Eux, ils sont dans une entité juridique. La fondation en est une autre, où il y a beaucoup moins d'acteurs. On a en France Nicolas Lemaitre qui va être lui directeur dans la fondation. Enfin voilà, ils sont 5, je crois, au board de la fondation. Évidemment, si tu connais un petit peu le fonctionnement d'une économie de jetons, au tout départ, quand on va déployer une tokenomics, il y a ce qu'on appelle des parts qui vont être allouées à différentes parties prenantes de l'écosystème, dont des investisseurs, des VC, des investisseurs early. On va attribuer une part des jetons de la tokenomics à l'écosystème, à la team, voilà, à différents acteurs. Et au fil du temps, ces jetons vont être débloqués, d'accord. Donc, je l'ai plus en tête, mais on est à 720 millions, je crois, max supply sur Avax. Et au fil des années, tu as les tokens qui étaient vestés qui vont se débloquer et qui vont rentrer en liquidité dans le, dans le, dans l'économie voilà, des DEX, des SEX, etc. Et donc les gens qui avaient investi et qui peuvent récupérer ces jetons-là vont pouvoir les vendre, entre guillemets, pour récupérer de la liquidité. Et donc, on peut en allouer au projet qu'on veut, quoi, entre guillemets. Donc, il y a une partie qui est financée avec les jetons de l'écosystème. Et après, en fonction de la maturité, j'ai envie de dire, de ta blockchain, elle peut ou non faire des revenus. Mais j'avoue que je ne vais pas rentrer forcément dans ce détail de quels sont les revenus de la blockchain Avalanche et comment ça fonctionne, parce que c'est très technique, les KPI sont complexes à analyser et les comparaisons sont pas forcément pertinentes.
Donc, et en plus, je suis pas suffisamment outillé entre guillemets sur le sujet pour pouvoir en parler avec certitude. Donc, en tout cas, voilà, ça te donne une petite idée de comment fonctionne un écosystème en tout cas. Mais voilà, sache que ben, les projets sont financés par la liquidité entrant, débloquée au fur et à mesure pour pouvoir financer les projets qu'on souhaite. Et après, voilà, il y a un certain nombre de revenus pour payer les salaires, etc. Classique d'une société, j'ai envie de dire, d'un montage classique, quoi. Mais c'est vraiment trois entités et la fondation, elle va plutôt financer des gros projets pour dynamiser l'écosystème avec des fonds propres, quoi, qui n'ont rien à voir avec les fonds pour payer les salariés, par exemple, tu vois. J'espère que ça Ok, t'a merci. donné des informations sur ta question. Oh, ça m'a Et un peu Donc, merci en t'es en éclairé, tout train, j'irai cas. voir le reste mais après, t'es merci. en train de dire que les earnings, on peut pas les voir. C'est-à-dire t'es investi dans une blockchain où les earnings sont très compliqués à monitorer. C'est ça que t'es en train de dire, Tonio. Quand tu dis les earnings, tu peux préciser s'il te plaît? Ah bah oui, oui, bien sûr, bah les revenus de ta blockchain, c'est-à-dire comme quand quand t'as une boîte, t'as des earnings par rapport à l'inflation ou par rapport, enfin du coup t'as un revenu, le revenu, mais c'est les earnings. Euh, et du coup aujourd'hui on a du mal à le monitorer ou c'est très complexe. C'est ça que tu étais en train de dire. Je reformule ce que tu es en train de dire. Bah, en tout cas, je dis pas que c'est très complexe, c'est pas ce que je dis. Je dis que à mon niveau, moi, je ne suis pas suffisamment outillé pour donner des informations correctes. Donc, je préfère pas Ok, m'avancer sur bien sûr. parce que j'ai pas suffisamment recherché sur le sujet de quels sont les revenus que fait Avalanche pour pouvoir en parler, si tu veux. Donc, je préfère rester vaste sur le sujet que de donner une information erronée. Mais peut-être que si effectivement on recherche quels sont les revenus d'Avalanche, peut-être que c'est facile à trouver, je ne sais pas en fait, parce que je me suis pas penché sur le sujet pour le coup. C'est Ok, surtout bah ça du que je coup, dis, quoi. faudrait qu'on regarde s'il y a sur Token Terminals. Déjà, ça ferait du bien. Voilà, mais Ok, après, cool. Moi j'avais une par contre, question, sur mais tout ce qui est après j'avais une tokenomics, question, juste mais pour la précision, tout ce qui est tokenomics, bien vesting, sûr. etc., ça c'est complètement transparent, ça je l'avais déjà vu pour le Bah coup, la heureusement. distribution des jetons, c'est classique, ça, hein, voilà. Après, il faut regarder sur Token Terminals. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que moi j'en ai quelques-unes encore. Bah attends, on va demander Bah, je justement sais qu'il y avait l'audience. une question en amont que j'avais lue dans le truc, mais après on pourrait y répondre à la fin, peut-être comme la personne est peut-être Et pas là. Je sais que c'est Amaré de Home, là, exactement, ouais, Deyum, je te la qui est voilà. reposerai Non, juste mais, après. mais vas-y Julien, je pense. Vas-y, Hein. Julien. Avec du coup, moi ça me titille ton histoire de voting. Comment tu t'assures que tu es aligné avec ton validateur? C'est-à-dire toi tu délègues. Il y a combien de validateurs sur Avax déjà? Et donc du coup, s'il y a une infinité ou je sais pas s'il y en a 20 ou 30 000, comment tu t'assures que tu es aligné politiquement avec ton validateur? C'est ça ma question. Ok. Après, juste pour la petite, je sais pas si tu étais là au début, mais je préfère aussi préciser. Moi, je suis ambassadeur, je suis pas tech de base et je vais avoir une vision qui m'est personnelle et qui peut être contredite, etc. Je sais qu'il y a aussi parmi nous là des fans et dont Défaut qui lui va être très tech, il y a Zer, il y a Pyro, etc. On peut avoir des discussions autour de certains sujets parce que moi j'aurais pas forcément toutes les réponses, sachant que voilà, je reste humain avec mon niveau de connaissance, donc je préfère tout de suite te prévenir. Non, Après, bien sûr, bien sûr. concrètement, il y a à peu près 1500 validateurs de mémoire, j'ai pas regardé les dernières métriques récemment. Mais on est aux alentours de 1500 validateurs peut-être. Ça varie tu sais, d'un bullrun à l'autre. Des fois, ça fluctue. Quand on est en phase de bullrun, ça peut diminuer. Petite aparté. Après, au niveau du niveau de comment tu t'alignes avec ton validateur, c'est une bonne question pour savoir si effectivement il prend les décisions de manière éclairée. J'ai envie de dire, c'est pas si simple parce que, tu vois, par exemple, je prends l'exemple vous connaissez tous certainement Pro Indicateur, et je sais qu'il a un validateur Atom de mémoire, enfin, et d'autres validateurs dans l'écosystème. Je sais que lui, par exemple, il va pouvoir peut-être faire des lives ou des discussions ouvertes avec sa commu, et peut-être qu'il a un channel dédié avec ses délégués, finalement, qui vont pouvoir prouver qu'ils délèguent dans son validateur, et peut-être qu'ils ont une discussion sur les sujets.
Toujours est-il que les discussions sur GitLab sont ouvertes, tout le monde peut participer. Te dire précisément comment le validateur s'aligne par rapport à ses délégués, je pense qu'il y a peut-être plusieurs modèles, mais je veux pas dire de conneries là-dessus, donc je vais passer entre guillemets. Je sais pas si mes copains ont plus d'infos à ce sujet. Je voudrais pas dire de bêtises, quoi. Alors, on a des bribes de réponses, enfin des premières réponses, notamment de Défaut et de Zer qui en parlent sur la gouvernance. Alors, attends, Zer, tu dis sur Avalanche pour l'instant, Ouais. ça, il y a ça en place pour avoir un semblant. David est validateur, mais il faut que ça aille vite, donc il n'y a pas de moyen mis dans la gouvernance, à ma connaissance. Ok. Ok. Oui, donc si on compare avec d'autres écosystèmes, dont Cosmos, que certains d'entre vous connaissent bien, on est sur un système de gouvernance clairement différent, où l'interaction, en tout cas, le pouvoir, il n'y a pas de pouvoir de vote au délégateur, mais on s'en tient, on s'en remet au validateur sur lequel on délègue ses actifs. Ok. Donc le système de Ouais. relations politiques est Puis après, il faut différent. savoir que Ok. la gouvernance, c'est pas vieille, hein. Ouais. Il faut savoir que c'est pas vieux tout ça et que c'est en train d'être mis en place, hein. Donc Et ça a quoi une petite année, je dirais. Donc ouais, c'est récent. c'est pas si vieux que Ouais, ça, c'est quoi. récent. Après, effectivement, de toute façon, en toute transparence, il faut savoir qu'aujourd'hui, la décentralisation, c'est assez complexe comme paramètre. Il n'y a pas de définition entre guillemets précise. En fait, c'est que c'est assez large comme périmètre, et c'est vrai que beaucoup de systèmes sont centralisés. Si on prend la décentralisation juste sur le KPI de dire c'est un nombre de nœuds dans un réseau, ce serait beaucoup trop limité, j'ai envie de dire, par rapport à ce que c'est. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, bon voilà, on va mesurer ça avec le coef de Nakamoto, etc. Mais l'idée, c'est plutôt de dire, c'est qu'aujourd'hui, sur les décisions stratégiques, on va être transparent. Aujourd'hui, c'est la fondation, enfin, j'ai envie de dire, c'est les principaux validateurs Avalanche qui ont le pouvoir de décision, qui vont pouvoir dire oui ou non, on va dans cette direction ou pas. Même si les autres validateurs ont un petit poids, il n'est que minime, il faut le savoir. Et ça prend des années, j'ai envie de dire, avant d'avoir une décentralisation en termes de vote diluée dans le temps. Mais au départ, sur un écosystème qui est jeune et neuf, j'ai envie de dire, parce que Avalanche, c'est pas vieux, hein, ça a 4 ans, c'est pas si malsain que ça que les gens qui soient compétents et qui ont l'expertise puissent décider de l'écosystème, j'ai envie de dire, et de son évolution. Parce que des fois, d'avoir un système trop décentralisé peut créer des problématiques inverses qui sont pas forcément, qui vont pas forcément dans le sens de la tech. Et aujourd'hui, moi, je suis plutôt du côté de me dire, je préfère des fois que les gens qui aient la compétence puissent décider, j'ai envie de dire, voilà, de la voie à prendre, j'ai envie de dire, qu'il est préférable pour l'écosystème de prendre, en tout cas, que de devoir voter quelque chose dont je n'ai pas finalement toutes les billes pour pouvoir en juger parce que je suis loin d'être expert et que j'ai pas les compétences ni connaissances. Tu vois un peu ce que je veux dire. Il y a un truc vachement bien, je finirai là-dessus à Trio, mais on dit Cosmos, mais je parle dans toutes les blockchains Tethermint, enfin, on parle plus de ça, c'est qu'aujourd'hui, tu as des modules qui permettent aux validateurs d'exprimer leur point de vue, et du coup, toi, tu as 2 semaines, ou tu as 4 jours, ou tu as 5 jours pour te dire, bah, ok, il a ça comme point de vue, et je voulais savoir, mais bon, tu as répondu, mais j'imagine que sur 1500 validateurs, et merci à ceux qui l'ont dit, bah, tout le monde pourrait avoir son site web et dire, bah voilà, sur cette proposal, je me mets comme ça, un peu en amont, mais ok, cool. Ouais, Bah, ouais, voilà. Mais en clairement, tout ouais. cas, sur le Mais Cosmos, il n'y a pas ça, forcément que des lives. De la ouais, ça VFR, il viendra, suffit ça juste viendra. d'un. Mais après, Ouais, effectivement, même sur des chats on-chain ou quoi, où on peut parler des décisions et effectivement, ou même le staker pourra en amont mettre là où il a envie d'aller sur telle décision et après le validateur choisit en état de cause et prend la décision finale, ça peut avoir du sens aussi. Mais je veux dire, tout ça, ça viendra au fil du temps. Là, c'est trop récent pour que effectivement, voilà, ce soit pertinent en tout cas dans ce côté-là, quoi. Yes. Je sais pas si on avait d'autres questions du coup. Toi, Julien, t'avais fait le tour de tes questions? Bah oui, oui. Il s'est remis dans l'audience, donc oui. Ok, Merci parfait. pour d'y avoir répondu. Alors, il y a une question de Goda qui dit quand est-ce que vous adoptez l'IBC?
Yazer qui a donné un début de Il réponse. est déjà adopté. Ouais. Ok, euh, qui a donné attends. un début de réponse en parlant de Landslide, qui fait justement, qui va permettre de faire un pont entre les deux et de profiter de l'IBC du Cosmos. Je sais pas d'ailleurs si tu connais un petit peu sur ce projet Yes, alors après, Avalanche. j'ai vu passer, ouais, je sais pas si Zerk va en parler. Moi, là, je pourrais pas étayer le sujet non plus, ouais. Alors on peut le citer de cette manière, il a mis le compte X. Je connais pas, je l'ai vu passer, mais je suis pas rentré dans le détail, Je vais clairement, vous quoi. remettre aussi le temps d'aller le chercher dans la bio, mais un petit sujet dédié qu'on a dans le Discord qui permet justement d'avoir une base d'infos. Après, vous irez aussi rechercher. Et puis d'ailleurs, si vous avez d'autres questions, on pourra aussi les prendre après le live et pourquoi pas les relayer avec Tonio et d'autres, et sur lesquels on peut aller chercher aussi des informations et répondre à des questions sur lesquelles on n'a pas forcément tout de suite la réponse. Exactement, ouais. Et d'ailleurs, on va se les noter, ces Je questions-là, sais et on qu'il y pourra avait, aussi chercher les ouais, infos carrément. avec grand plaisir. Avec plaisir pour y répondre a posteriori, ouais. Mm. Alors, défaut, Avalanche a son propre protocole de Ouais, communication, là, Cross ici de même, ouais. l'ICM. Ouais. Et voilà, il y a Lance-Line et il me semble qu'il y a aussi un Après, autre projet qui est effectivement, de lancé toute à façon, WAV compatible IBC. Alors, le deuxième, je n'ai pas connaissance. Moi, je surveille Lance-Line depuis un petit moment. Et ouais. après, pour bridger, tu vois, on va avoir aussi des layers 0, etc. Mais c'est vrai que, de toute façon, j'ai envie de dire, la politique, enfin, la vision de l'écosystème Avalanche, c'est plutôt de se dire, parce que le modèle où toutes les blockchains communiquent entre elles, avec des bridges, des machins, c'est pas vraiment la vision, tu vois. C'est plutôt de dire, ok, il va y avoir un écosystème layer 0 qui va justement permettre le déploiement des Layer 1 avec une communication via l'ICM rapide, en moins d'une seconde, sécurisée, etc. Mais tout ça de manière native, tu vois. Donc c'est vrai que les, voilà, les bridges avec les autres écosystèmes, etc., à terme, c'est pas forcément la vision non plus, quoi. Ok. Ok. Bah, est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas aussi à demander la prise de parole si vous voulez faire de vive voix. Il y avait la question aussi, je crois, tu sais, dans le chat sur les concurrents. Oui, alors justement, je la gardais Tu veux pour qu'on y après en attendant. réponde? Bon, on va. Ah, tu l'as Oh, bah, gardé pour la fin, on pardon. peut en parler Ouais, vas-y, maintenant. vas-y. Donc, c'était Amara Deum qui pose la question quels sont les concurrents d'Avax ou d'Avalanche d'une manière globale? S'il devait citer une qualité d'Avalanche, je remplace Avalanche par Avax, hein, par rapport à chacun de ses concurrents, laquelle choisirait-il? Que peux-tu nous répondre là-dessus? Mm. Ouais, donc en gros, ben moi, ce que j'avais vu, effectivement, c'est que bah, déjà en termes de concurrents, tout dépend si on parle de concurrents sur, comment dire, sur certaines KPI ou plutôt certaines métriques ou plutôt en termes d'architecture, tu vois, ou mais en tout cas voilà sur des concurrents parce qu'on pourrait très bien comparer, tu vois, avec Cosmos par exemple ou des layer 2. Typiquement, si on prend des layer 2, la grosse différence, pour moi, elle se trouve sur le fait que on ne peut pas euh, disposer des règles que l'on souhaite, finalement, customiser comme on le souhaite, et comme je disais dans la presse, le fait de devoir être dépendant de la couche supérieure, ou sinon d'avoir une majorité des votes pour pouvoir faire évoluer vers ta direction. Donc quand tu as des cas d'usage très précis, c'est vrai que créer son layer 2, ça peut créer des à un moment donné des problématiques auxquelles que tu n'avais pas pensé forcément au départ et tu te dis ah ouais ben finalement je vais manquer de customisation et du coup je vais pas pouvoir faire ce que je veux à ce niveau là et ça me pose un souci dans mon modèle quoi. Donc on pourrait comparer à des layer 2, les layer 1 mais avec beaucoup plus de flexibilité pour le coup côté Avalanche évidemment. Après, si on prend en comparaison Cosmos, parce qu'on peut comparer les deux, euh, typiquement, bah déjà, je pense que le consensus en termes de scalabilité, hein, Tendermint va être
ouais, modulaire, j'ai envie de dire, mais peut-être pas aussi scalable que l'Avalanche Consensus. En termes de liquidité aussi, c'est vrai qu'avec la C-Chain, avec le hub de liquidité, bah ça c'est une grosse force, j'ai envie de dire. Si on prend aussi la partie interopérabilité, quand on prend l'ICM par rapport à l'IBC, on va pas avoir besoin, tu vois, de setup une connexion, comment dire, point to point vers chacun des autres layer 1. Donc ce qui fait que c'est un gain aussi de temps pour les développeurs. Quand ils vont arriver qui déploient leur layer 1, tout de suite ils vont pouvoir utiliser cet ICM assez facilement, alors que je sais que c'est un peu plus complexe à setup quand on va utiliser l'IBC. Et après, il va y avoir aussi toute la partie flexibilité des virtual machines. Il va y avoir peut-être cette flexibilité, j'ai envie de dire, qui est vraiment intéressante sur le déploiement de ses propres virtual machines. L'HyperSDK aussi qui va faire énormément de bien Après, encore une fois, j'en ai parlé rapidement, mais c'est vrai que des cas d'usage où on sort 10-15 000 15 000 TX secondes, il n'y en a pas besoin non plus dans toutes les dApps, quoi. Donc c'est vrai que peut-être des dApps de trading ou des choses comme ça où ça va demander beaucoup de ressources. Mais c'est vrai que quand je vois des blockchains, par exemple, qui sont sur des trucs théoriques à 800 000, enfin bon, bref, je me dis, mais quel cas d'usage nécessite 800 000 transactions secondes, tu vois, par exemple. Donc à un moment donné, ces chaînes monolithiques-là qui sont hautement... enfin, qui répondent à une transaction par seconde énorme, est-ce que finalement c'est ça la finalité de la blockchain? Moi en tout cas, voilà, j'ai vraiment cette vision plutôt de dire bah, pour des cas d'usage, on va avoir son propre layer 1 et on va pouvoir customiser sa chaîne pour répondre à un cas d'usage précis. Et si effectivement un jour bah, il y a congestion sur mon réseau parce que ben, j'ai besoin de plus de transactions par seconde ou j'en sais rien, et ben, pourquoi pas ben, créer un autre layer 1 avec un autre set de validateurs et puis le problème est réglé, j'ai envie de dire. Donc aujourd'hui, voilà, en termes de concurrence, il y a des concurrents en layer 0 il y en avait d'autres hein, enfin, je sais qu'il y avait Polkadot ou ce type de projet aussi. Il y avait les Supernet. Enfin voilà, il y a eu pas mal de. Après, c'est vrai qu'ils ont changé leur fusil d'épaule. Ça a été un peu. C'est toujours pareil. C'est comment on va derrière travailler sur l'interopérabilité, faciliter l'accès pour les institutions, pour voilà, l'onboarding. En fait, c'est ça aussi qui est pour moi le plus important. C'est comment on onboard les cas d'usage, les business, parce qu'on ne crée pas un business autour d'une blockchain. Non, on a un business et on va pouvoir le renforcer, notre business model, le sécuriser grâce à des fonctionnalités. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le voir, mais voilà, en tout cas, pour essayer d'amener une bribe de réponse à cette question-là. Eh bien, merci. Alors moi, le concurrent direct pour moi, c'est Cosmos, et inversement en fait. Avalanche étant pour moi le concurrent direct de l'écosystème Cosmos. Yes. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres sujets vis-à-vis d'Avalanche et associés? Ah, Julien, clac, je t'en donne la main. On t'écoute. Ah putain, je suis désolé, je monopolise, mais on me la donne Mais Ah non, fais-toi plaisir, la hein, on est là pour parole. ça. Et On est là une pour ça. parole, ça se prend. Est-ce que enfin, parce qu'on parle de concurrence. Moi, je dis, plutôt le Tonio et pas l'ambassadeur, est-ce que tu vois des synergies possibles? Enfin, du coup, une synergie Cosmos, Dot, OP, je parle à moyen long terme. Comment tu vois que ça se découpe? Qui va sur Cosmos, qui va chez OP, qui va chez Avalance, si t'en vois une. Voilà. Franchement, ouais, c'est des questions tricky, j'ai envie de dire. C'est, je sais pas trop, franchement. J'ai du mal à voir. Moi, je sais que
chez Avalanche, on va bosser certaines verticales, tu vois, typiquement en termes de gaming, il y a pas mal de gaming qui ont adopté cette vision du Layer One. Il y a des instits, la Tradfi qui en surchauffe aussi chez Avalanche, tu vois, comme je disais, pour des problèmes de conformité, etc. Donc c'est beaucoup plus facile pour eux de déployer leur Layer One. Chez nous, pareil, tout ce qui va être maintenabilité, j'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai pas suffisamment de background sur OP, Cosmos pour savoir réellement les contraintes et les verticales qui, j'ai envie de dire, auraient plutôt intérêt d'aller voilà, à droite ou gauche, j'ai envie de dire. Moi, c'est vrai que pour moi, j'ai une vision un peu maximaliste qui est de me dire bah, Avalanche est en capacité d'onboard n'importe quelle verticale, n'importe quel cas d'usage. Elle s'est concentrée sur des instits, elle s'est concentrée voilà, sur du gaming, mais je pense que 4 ans, c'est très jeune. L'avenir de la blockchain, on en est qu'au début, donc j'ai envie de dire, on verra d'ici 10 ans, quoi. Mais dans les prochaines années, déjà, on verra qui restera en place et qui va réussir effectivement à avoir un vrai business model autour de la blockchain, quoi. Après, bon, après pour répondre précisément à la question, c'est un peu délicat. J'aurais pas assez de spécificité sur les autres écosystèmes pour pouvoir me dire ils ont plutôt intérêt à aller, voilà, tel cas d'usage a plutôt intérêt d'aller là-bas, quoi. Ok. Ouais, HyperSDK, les tests qui ont été faits, hein, c'est de l'ordre de 10-15 000 transactions par seconde, des fois. J'en discutais ouais, encore avec Nicolas l'autre jour, ça va être quand même sympa, quoi. Yes. Eh ben, écoutez, je pense qu'on a fait déjà un bon petit tour pour une première découverte de l'écosystème Avalanche. D'ailleurs, si vous avez des questions par la suite, on les relèvera. Et puis, comme on disait tout à l'heure, n'hésitez pas, on essaiera d'aller chercher les réponses où il faut. Et puis, on mettra, ce live sera en replay bien sûr sur YouTube. On mettra aussi les liens, on les remettra aussi dans Discord pour la commu Avalanche France, c'est bien ça, hein, si je dis pas de bêtises. Avalanche FR ou Avalanche France. Ouais, Ouais, pardon. Donc avec le lien Telegram, Twitter, enfin tous les réseaux sociaux. Si vous souhaitez les rejoindre, n'hésitez pas. Et éventuellement, si tu as des liens ou autres à nous transmettre, je peux rajouter, Tonio, concernant la partie ambassadeur et académie. N'hésite pas, plus on donne d'infos ouais, aux gens. carrément. Ben, je vous ferai une petite liste des liens, même pour les programmes, si vous voulez participer au programme, Retro 9000, Infrabuild, Codebase, ou voilà, la DAO, le Telegram FR, le Twitter FR. Je vous fais un petit récap de tous ces mails-là demain Yes. et je vous envoie ça avec plaisir. Eh ben super. Il y a des fois qui nous envoyaient un Ah, petit tweet attends. sur les benchmarks HyperSDK d'août 2023. Ouais. Hmm. Avec des infos Avec sur les SDK. plaisir, Blasino. J'espère que ça vous a permis d'y voir un peu plus clair sur l'architecture Avalanche. Et d'ailleurs, Julien, toi, il est Non, parti non, ou il nous pas? écoute. Ouais, il est parti, je crois. Ok. Ah non, il est là, pardon. Non, je disais, par rapport à ta question, si de manière rhétorique, toi, c'est quoi ton avis justement c'est toujours intéressant, c'est quoi ton avis sur justement les onboarding entre Cosmos, OP et de ce que tu sais maintenant d'Avalanche? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Après, je pense qu'il y en a. Moi, je connais beaucoup plus Cosmos, Tendermint, le consensus, le lifecycle d'un bloc Cosmos que Avalanche, bien sûr. Mais là où je me dis que Avalanche est très fort, c'est son consensus probabilistique. Donc, des usages tels que du ticketing, ce que tu parlais, du social media. Moi, je trouve que c'est vraiment le cœur d'Avalanche. Tu vois des protocoles avec le SSF, hein, le Single Self-Finality, possible avec Tendermint. Là, je vois plus une valeur transitée, ou en tout cas des blockchains privées d'entreprise. Tu vois. C'est ça que je vois. Après, et je me dis, bah, du coup, une coopération entre les deux,
Enfin, du coup, une synergie entre les deux elle est ultra possible. Là où tu as un aspect où le consensus probabilistique est bien plus puissant de ton côté chez Avalanche, quoi. C'est comme ça que je vois un peu, et je Ouais, pense d'accord. tout le monde met les deux côte à côte en disant c'est soit l'un soit l'autre. Moi, je vois vraiment une synergie Mais, où les deux se mélangent, tu vois. mais ils Et avaient tu créé vois pas. déjà un pont, je crois, pour essayer de trouver des synergies, hein. Je sais qu'ils avaient déjà travaillé ensemble, ou c'est en cours, mais je sais qu'il y avait eu des choses qui avaient été faites, hein. Et d'ailleurs, en termes bah, de valeur, aujourd'hui, Cosmos, ils ont des institutionnels, voilà, qui répondent à ce cas d'usage et qui utilisent Cosmos ou pas Ah, en trop? fait, Enfin, ça en est où par rapport à ça? le gros problème des blockchains privées, c'est qu'elles peuvent être là et on les voit pas. Alors, Ouais. c'est ça le truc, c'est qu'aujourd'hui, tu pourrais très bien avoir, je prends toujours cet exemple, un consortium comme Mitsubishi au Japon, qui utilise Tethermint, mais qui a fait ça chez lui, in-house, sans demander quoi que ce soit. Il a monté ses validateurs, il a juste des devs, tu vois. Et après, est-ce que Mais, mais- ouais. ça offre de la valeur au web? Bah, pas du tout, mais la tech peut être utilisée. Donc demain, Mais tu vois, moi, le souci ouais, de vas-y. ça, c'est que, d'ailleurs, je me pose la question, mais c'est quel est le business model de Cosmos? Parce que là-dessus, s'ils font ça, qu'est-ce qu'ils récupèrent Cosmos là-dessus? Eh ben justement, elle récupère pas grand-chose et c'est là le grand problème qu'a Cosmos en ce moment. C'est enfin qu'a Il y a pas de Cosmos business depuis très. model, quoi. Mais non, il n'y a pas Ouais, de business. Enfin, c'est comme ta fondation Linux. Aujourd'hui, tu as la Linux Foundation qui push son kernel. Et moi, je suis vraiment pas dev, donc je connais pas. Enfin, il push tout son truc et tu peux très bien avoir des forks Ubuntu, Kali Linux et qui fait bah génial, merci les gars. Je reprends le reste et je vous dois rien du tout. Euh, voilà, et c'est pour ça que bah, tu as Cosmos qui est autant dans le mal, parce qu'il n'est pas compris par les personnes. Mais ce qui se passe, c'est que ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il n'a pas de revenu modèle, que demain, il n'en aura pas. Voilà, ah ouais, non, maintenant, ça c'est certain, hein, tout, rien n'est figé, hein, rien n'est figé, ça c'est, bien je suis bien sûr. d'accord. Mais tu pointes du doigt le truc important, c'est-à-dire que tu demandes à un Cosmos Holder, mais à quoi il sert ton token? Ben, on va te dire, bah, c'est Atom, fin de l'histoire. Enfin, ça n'a pas, Surtout que ça sert à rien pour le moment. Ça c'est inflationniste finance. en plus, je crois. Exactement. Et ça finance le développement. C'est un truc pour bootstrapper un écosystème. Voilà. Hmm. C'est un truc qui Oui, tend donc vers zéro effectivement, et c'est ça qui bootstrap qui est l'écosystème. compliqué, Voilà. ouais. Ouais, ça pourrait être C'est intéressant. une banque, hein. C'est dit. Un de ces Bah, quatre, pourquoi pas avec des- courage à nos Atom Holder alors, à nos Cosmos Holder. Bah, J'en connais quelques-uns. oui, et puis t'en as pas mal par ici. Par chez nous, il y en a quelques-uns. Quelques-uns, c'est nitote. Mais ça pourrait être intéressant à Bon, l'occasion. après, tu sais, Vas-y, je te dirai après toi. ça, c'est sur le côté spéculatif, mais ce qui est important, c'est la tech avant tout, même si on est là pour les deux. Mais je veux dire, voilà, l'important, c'est vraiment la vision de la blockchain, de son projet et de son. Et c'est ça qu'on oublie souvent. Le plus important, et c'est pour ça que Avalanche est revenu sur sa décision de création de Subnet avec la barrière des 2000 AVAX vers une rente mensuelle qui est payée par les validateurs, c'est vraiment le business model. Parce qu'avant tout, quand on crée un business et créer un écosystème, créer une blockchain, c'est un business avant tout. Il faut déjà réfléchir au business model. Et si on n'a pas un business model solide dès le départ, c'est là où on se rend compte que des fois, la majeure partie du temps, on est voué à l'échec. Parce que on crée pour créer, parce qu'on est des gens qui aimons la tech et je pense que ça a été fait dans ce sens-là au départ, c'est que c'est des passionnés qui créent les projets, mais avant tout, le business, c'est un business model et on répond à un business model. Et ça, si on passe à côté de ça, on passe à côté du cœur j'ai envie de dire, de l'entrepreneuriat. Ouais, Surtout une mais startup. exactement. Et du coup, Cosmos a décidé de faire quoi? De créer l'écosystème. Et là, ils arrivent depuis cette année avec un produit market fit qui est, ils te vendent de la sécurité. Et c'est pour ça que je te dis, Ok. tu me poses la question, quel est le revenu sharing? Je peux pas te dire aujourd'hui ça tourne parce que ça tourne pas encore à perte, mais il y a très peu de chaînes qui sont Ah bah sécurisées oui, par le la web. majorité pas, oui, oui. Ouais. Mais bah, du coup, tu as Stride, Neutron, tu vas avoir Elise et il y a Dungeon, j'ai oublié l'attribut, tu peux me rappeler Dungeon, Ouais. truc de Ouais, donjon Crypto là. Dungeon, ouais. Bref. Oui, celui-ci, ouais. Ouais, Crypto Un Dungeon. Donc PSS. aujourd'hui, il y a quatre clients du hub. Et aujourd'hui, il se dit, bah, avec tout ce que je vous ai fourni, je peux vendre votre sécurité. Vous n'avez pas besoin d'avoir un token inflationniste. Et du coup, vous me payez une rente de sécurité. Mais maintenant, c'est le produit qu'ils ont vendu. Maintenant, est-ce que ça va payer? C'est là où on est en plein chiasme, nous, à Tom Holder, de dire, est-ce que le produit qui est sorti est market fit? Est-ce qu'il va avoir de l'attraction? Et je pourrais te répondre à cette question, bah, d'ici un an, j'espère. Voilà.
Ouais, bah ouais, carrément. Bah, j'espère aussi, hein. Après, moi, j'ai rien contre Cosmos, je te rassure. Je suis aussi un peu holder, donc moi, c'est avec plaisir. S'il veut prendre de la valeur, je t'en. Yes. Ok. Ça pourrait être intéressant à Non, mais l'occasion, écoute, si top en on tout a cas. éventuellement des intervenants francophones, d'arriver. J'ai vu ça déjà, mais ça date déjà de 2 ans, et puis c'était avec des devs, mais pourquoi pas? C'est de pouvoir éventuellement se faire une session où on va pouvoir mettre en. Table ronde. Ouais, une table ronde où on peut mettre en parallèle et voir justement les points de convergence et de divergence entre l'écosystème Cosmos et Avalanche. Ça pourrait être très intéressant en tout cas. Quelque chose en tout cas de beaucoup plus récent avec l'actualité Ouais, et puis c'est d'Avalanche, vrai que c'est des vrais l'actualité de sujets, l'écosystème Cosmos. c'est des. Euh, Ça pourrait être intéressant. Même à un plus high level, c'est Ouais, vrai que souvent, bon, nous on a nos visions, mais même sur des vrais builders qui sont dans l'écosystème ou dans les core teams, j'ai envie de dire, et à l'initiative de ces blockchains-là, c'est vrai que c'est des sujets qui sont intéressants à avoir d'un point de vue high level, quoi. Mais c'est clair, quoi. Ça serait carrément intéressant. et d'actualité, Mais yes. je sais qu'ils ont des. Ah, et puis même les builders entre eux, tu sais, que ce soit Emin, voilà, les dirigeants de Cosmos, etc., ils se connaissent tous entre eux, t'inquiète pas Bien sûr. qu'ils ont déjà mis les sujets sur la table, et y a pas de doute là-dessus, quoi. Yes. Ils se parlent, il n'y a pas de. Ok, Ok. top. Bon, bah écoutez, merci beaucoup à tous en tout cas d'être venus, d'avoir répondu présent et d'être restés aussi nombreux, c'est cool en tout cas. J'espère que voilà, ça vous aura un petit peu initié. Bon, là, je sais qu'il y a des gens parmi nous qui étaient déjà bien initiés à la tech, donc ils n'ont pas dû apprendre grand-chose. Mais en tout cas, ceux qui connaissaient pas Avalanche, j'espère que ça vous aura permis aussi de découvrir un peu cet écosystème et de voir un peu voilà ce qu'il est possible de faire en tout cas sur Avalanche et avec grand plaisir pour discuter et je reste dispo sur la commu voilà pour échanger. Top, bah cool Julien, merci Mathieu aussi, merci tout le Et monde. merci aussi Et à je toi vous dis à Tonio, pour cette bientôt. belle lecture, première lecture de cet écosystème. Merci à tous. Top, À avec bientôt, le plaisir. replay bientôt avec tous les liens. Une belle soirée à tous. Ciao, ciao. Bye bye.